Est-ce que le récit que je me fais de ma vie est réellement ma vie? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors bien entendu, on parle de quelqu'un qui a une santé mentale qui est bonne. C'est-à-dire quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui ne se ment pas. Donc on part de ce principe-là. Imaginons, moi, je veux raconter ce qui s'est passé dans ma vie il y a 10 ans. Et là, on se dit, mais à quelle heure ce que je raconte peut ne pas correspondre avec ce qui s'est réellement passé? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui s'est réellement passé? Eh bien, vaste sujet. Alors moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis inspirée de Boris Cyrulnik, Les nourritures affectives, et Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons. Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre qui s'est spécialisé dans la psychoécologie. Ce qui est super intéressant avec ce type, c'est que quand il écrit un livre, il va te donner au moins 10 arguments par page. Et quand je vous dis 10 arguments, ça veut dire que c'est des références en termes de chiffres, en termes d'études scientifiques. C'est forcément prouvé. C'est pas quelqu'un qui va dire « Oh bah moi je pense, mon intuition m'a dit que les vers de terre aimaient la terre. » Non. Page 237, dans le livre Les nourritures affectives, il te dit « Le stress peut avoir des effets cérébraux. » Donc ça, n'importe quel Jean-Michel du monde pourrait te l'affirmer. Mais lui ne s'arrête pas là. Donc là, il te dit « Une émotion insoutenable, bidule machinchette, provoque toujours une augmentation des catécholamines et du cortisol sanguin. Ce stress se manifeste par la rougeur, les larmes ou l'accélération du cœur. Or, ces hormones du stress elles-mêmes provoquent un gonflement des cellules du rhinencéphale. Le calcium s'engouffre dans les canaux cellulaires dilatés par le gonflement et provoque un éclatement des cellules. CQFD, la partie cérébrale qui supporte le traitement de la mémoire et de l'affectivité, se trouve ainsi sclérosée par des informations abstraites ou même métaphysiques. Donc là, il t'a fait une démonstration scientifique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le monsieur est neuropsychiatre, donc il a fait un peu des études de médecine. Mais ça, ce n'est qu'un exemple, son livre est bombardé de références. Et rien que là, j'ouvre au pif une page, vous voyez en bas, il cite ses sources. Bref, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous raconter aujourd'hui a l'appui quand même une nourriture scientifique, pour faire un clin d'œil au livre Nourriture affective. C'est pas moi qui invente les choses, moi je suis que là pour transmettre, je suis une communicante. Donc on revient au sujet, le sujet c'était, mais est-ce que ce que je raconte finalement, c'est la réalité? L'exemple que je donnais, c'est je m'allonge sur le divan du psychanalyste, ou alors j'écris un livre. Et là je vais dire, ah ben moi, mon enfance, elle a été hyper joyeuse, j'ai caressé des chats en peluche, j'ai bordé des bébés, j'ai couru dans les champs, et j'ai fait des câlins à mes parents. Ces expériences-là ont réellement existé. Mes parents peuvent le prouver parce qu'ils ont vécu la même chose, ils sont d'accord avec moi. Donc je vais dresser un tableau positif. Je garde un souvenir absolument fabuleux de mon enfance. Mais peut-être que quelqu'un qui aurait vécu exactement les mêmes choses que moi tiendrait un tout autre discours. Exemple. Alors moi, mon enfance, elle a été traumatique parce que je suis tombée sur le vélo et mon père ne m'a pas relevé. J'ai dû me relever tout seul. Et du coup, j'y pense encore tous les jours. J'ai développé un sentiment d'abandon ou je ne sais quoi. Pareil, on a les mêmes parents, donc ces mêmes parents pourraient dire, oui, effectivement, quand il est tombé du vélo, je ne l'ai pas rattrapé. Mais par contre, après, il s'est relevé, il a refait du vélo, et puis voilà quoi, une journée comme une autre. Là, on a le récit d'une même histoire, mais selon deux cerveaux différents. La réalité pour ces deux personnes est la même, mais le récit qu'ils en font est opposé. C'est pas possible, c'est pas la même enfance. J'y crois pas un seul instant. Mais si, et on l'a tous vécu en plus. Avec les milliers d'exemples que je vais vous donner, vous allez pouvoir vous projeter. Et vous allez voir à quel point c'est drôle. Pour cela, il va falloir qu'on s'intéresse au processus de rétention de l'information. Nous avons un cerveau qui est très puissant. Et quoi qu'on en dise, qui sera toujours beaucoup plus puissant que l'IA. J'espère que je ne serai jamais démenti. À chaque seconde qui passe, il y a des milliers d'informations autour de nous. Pour autant, on n'a pas l'impression de percevoir 1000 choses à la fois. Encore heureux. Sinon, on serait en burn-out au bout du quart d'une seconde. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se dit,
on a telle capacité de mémoire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va remplir cette mémoire, mais qu'avec des informations qui est pertinente pour la personne en question. Parce que oui, il faut savoir que votre cerveau vous connaît, c'est pratique. Avant la case mémorisation, il y a la case perception. Sur 100 infos autour de moi, je vais en percevoir 10. Comment on sélectionne ces 10 informations? Alors là, on revient une étape encore avant, et il s'agit de l'attention. Oui, moi je suis TDAH, je n'ai aucune attention, comme 8 sur 10 des élèves de nos jours. Ok, il est vrai, problème d'attention, on en parle plus tard. Mais, et c'est là où la diff va se jouer, c'est où nous portons notre attention. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus croustillant dans la vie, je crois. Hein. Un exemple là qui me vient en tête, on veut acheter une voiture. Et donc du coup, on s'intéresse à tel ou tel modèle. On dit, ah, j'aimerais bien, je sais pas, une Dacia Sandero. Et tout d'un coup, dans les jours qui suivent, dès qu'on va prendre la route, on va remarquer que tout d'un coup, il y a beaucoup de Dacia Sandero. On les voit tous, les Dacia Sandero. Ah, il y en a une rouge et une jaune. Ah, une de 2012, 2017. Ah, tu vois, c'est le nouveau modèle. Ah, et punaise, en ce moment, les Dacia Sandero... Est-ce que tu crois vraiment que le lendemain où toi, tu as eu cette idée d'acheter une Dacia Sandero, tout le comité directeur des Dacia Sandero se sont dit, ok, mettez-les sur le circuit, maintenant, de plus en plus. Ah non, 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 non. Le nombre de Dacia Sandero circulant n'a jamais bougé. Mais par contre, ta perception à toi a été modifiée. Excusez-moi si vous êtes plutôt merco, j'ai pas les moyens. Mais j'aimerais bien. Petite classe A si possible. Vous pouvez faire un don sur ma chaîne YouTube, comme ça je peux m'acheter une classe A. Du coup, ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est que l'attention, elle est déterminée beaucoup par l'intérêt. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un et vous allez avoir une information que vous allez chercher dans la discussion. Exemple, vous lui dites « Quand est-ce que tu viens chez moi ?» Et la personne commence à parler et elle te pose un contexte. Elle te dit, eh bien écoute, là je suis encore au travail, ensuite il faut que j'aille acheter une tourgoule, parce que j'habite en Bretagne, et après je referai un tour par Lille, parce que j'aimerais bien aller voir le marché annuel. Et ensuite, je devrais rentrer, mais comme j'habite dans l'Alsace, il va falloir beaucoup de temps. Et puis en plus, si ma voisine m'appelle et qu'elle me dit oui, où est-ce que on a mis les pommes de terre, il va falloir que je lui réponde. Donc, j'aurai peut-être du retard quant à ma venue chez toi, qui au final pourrait être vers 18h, 18h30. Toi, il est fort probable que tu aies retenu l'information qui t'intéressait, à savoir 18h30. Il est peu probable, cette fois-ci, que 3 jours après, tu te souviennes que cette personne avait appelé sa voisine pour discuter des pommes de terre. Peu probable. Pourtant, elle te l'a dit. Au même rang, au même moment que l'information de l'heure de sa venue chez toi. On a dit effectivement qu'il y avait l'intérêt. Hein, le cerveau fonctionne comme une tête chercheuse, hein, finalement. Mais ça, c'est quand la volonté fonctionne, les choses conscientes. Mais il y a des choses inconscientes aussi qui vont jouer sur ta perception. Par exemple, le stress. Ça, c'est Boris Cyrulnik qui l'a dit juste avant. Lui, ce qu'il disait tout simplement, c'est que le stress va provoquer la production d'hormones de stress qui eux-mêmes vont dilater des parties du cerveau qui impliquent la mémoire et donc que la mémoire allait être entravée. Cela explique, par exemple, qu'une personne qui peut avoir le même récit que moi j'ai fait de mon enfance, oh j'ai des parents géniaux, on a mangé des crêpes au Nutella toute mon enfance, c'était génial, pourrait tenir ce discours alors même qu'elle a été violée par ses grands-parents 2 fois par semaine. Cet événement a été complètement oublié, effacé dans sa mémoire. Mais c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que Boris Cyrulnik, il compare notre mémoire à un palimpseste. Alors, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire avant de lire son livre, parce que j'ai très peu de culture et très peu de vocabulaire. Mais apparemment, ce serait un peu comme un papyrus dans lequel on effacerait un peu ce qu'il y a écrit et puis on réécrit dessus. Mais un papyrus, tu peux jamais trop effacer ce qu'il y a dessus. Mais tu peux réécrire quand même dessus. Tu peux essayer. Et donc, du coup, là, c'est pareil la mémoire. C'est-à-dire que tous les faits qu'on va vivre, etc., il y aura toujours une petite trace dans la mémoire, mais on va pouvoir réécrire dessus. Et donc, il se pourrait qu'éventuellement, un jour ou l'autre, les choses qui sont enfouies ressurgissent. Et là, c'est le drame. Toulouloum.
Mais il se peut également que ces choses-là ne finissent jamais par sortir au grand jour. Donc c'est là où on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'on se raconte de notre vie? Est-ce que ce qu'on sait de notre vie est réellement notre vie? Et ça m'excite. Beaucoup, parce qu'il y a une part de mystère, il y a une part de non-contrôle. Alors que nous, on pense qu'on peut tout contrôler. Mais qui nous sommes, si ce n'est de pauvres petits humains? Il s'avère que les choses négatives, mais alors très négatives, qui engendrent énormément de stress, sont particulièrement... provoque particulièrement des trous noirs. C'est fait exprès, c'est fait pour la survie. Le corps, il ne sait traiter aucun excès. Donc forcément, dès qu'il va y avoir trop de stress, il va engendrer des mécanismes pour diluer. Et il va changer notre perception, notre attention pour pouvoir continuer à survivre. Vous avez déjà entendu des personnes qui se sont sectionnées la jambe et qui au début ne sentaient rien. Vous vous dites, mais c'est pas possible, bordel de fesses. Eh bien si, parce qu'en fait, sur le moment même, l'idée c'est de survivre. Et surtout pas de se rendre compte qu'on va mourir, parce que il faut se sauver la vie. Donc c'est que quelques heures plus tard, dès qu'on est à l'hôpital et que finalement on est entre de bonnes mains et qu'on a repris nos esprits, que la douleur arrive. Là j'ai un exemple, page 204, dans le livre de Boris Cyrulnik sur les nourritures affectives. Il parle d'une nana qui a connu Auschwitz. Chaque jour, elle avait arraché des morceaux d'affiches Arbeit macht frei et dédoublé les couches de ce papier pour y noter les événements et ses préoccupations quotidiennes. Elle risquait sa vie en commettant ce crime, mais cette demi-heure quotidienne de liberté intime lui avait donné la force de survivre. Devenue écrivaine, elle retrouva plus tard les 700 pages de son journal de camp et découvrit alors stupéfaite que ce qu'elle avait gardé en mémoire n'avait rien à voir avec ses notes au jour le jour. Elle apprit ce qu'avait été pour elle-même la vie dans le camp d'Auschwitz en relisant son journal. Tous les récits qu'elle en avait faits jusqu'alors n'étaient que des textes surajoutés, écrits dans un nouveau contexte. Cela ne veut pas dire qu'elle mentait, au contraire même. Chaque souvenir est inscrit dans son cerveau comme un bas-relief et façonné dans un bloc d'argile. Mais la chimère est ainsi faite, chaque élément en est vrai, ce qui ne l'empêche pas d'être imaginaire. Partiellement vrai, totalement fausse et pourtant cohérente, c'est peut-être ce qui caractérise toute représentation humaine. Et aussi ce qui explique que toutes nos théories sont momentanément vraies et définitivement fausses, alors qu'elles sont alimentées par des informations sur le réel. Et j'adore parce qu'il qualifie cela de clément oubli. C'est un clément oubli. Comme si elle voulait dire que l'empreinte du cerveau n'empêche pas la nécessité de l'oubli, du refoulement psychologique qui lui permettra de vivre quand même. C'est ce que je vous disais un peu avant quand je parlais de survivre. Et là, il y a une phrase qui est forte, c'est qui dit « Ce qui fait événement, c'est ce que notre histoire affective aura retenu comme type d'information. » Le mec qui a retenu que ses parents ne l'ont pas relevé quand il faisait du vélo, c'est parce que ça l'a marqué affectivement. Alors qu'une autre personne qui a une autre personnalité, une autre perception, un autre filtre, sera davantage sensible à d'autres informations, du type « Oh, mes parents et moi, on a mangé des crêpes au Nutella, on a fait des câlins ou je ne sais quoi. » Tous les récits s'organisent à partir de la fin, du jour où l'on parle et de la personne à qui l'on s'adresse. Alors ça aussi, c'est hyper intéressant. Et on va faire une pause, du coup. Vous pouvez aller boire et manger. Je rigole, bien entendu, hein. C'est juste une pause dans la narration, là. Parce que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Tous les récits s'organisent à partir de la fin, du jour où l'on parle et de la personne à qui l'on s'adresse. Si moi, je veux raconter ce qui m'est arrivé vendredi dernier, je vais pas les raconter avec les mêmes mots. Si je m'adresse à un homme, à une femme, à une personne que je côtoie régulièrement, à une personne que je ne connais pas, la manière dont je vais m'exprimer va dépendre de ma forme du jour, de mon enthousiasme, de mon énergie. Mon récit sera teinté de mon intention, qui sera de, éventuellement, influencer la perception de la personne quant à ce que je lui raconte. Il y a à peu près 1000 facteurs qui vont faire varier mon discours. Et donc mon récit, mon histoire. Alors que la réalité, elle est là même. C'est un peu le jeu du téléphone arabe, tu sais, après ils parlent entre eux, ils disent « What, c'est pas ce que Marina elle m'a dit? Non, vas-y, dis-moi. » Elle m'a dit que vendredi dernier, à 18h30, « Ah ouais, sérieux? Moi, elle m'a dit que c'était à 19h, elle m'a pas dit que c'était à celui-là. Moi, elle m'a dit cela. Et après, elle m'a dit ça. Ah ouais, moi pas, moi, elle m'a dit ça. » Hein? Alors là, Boris Cyrulnik, il poursuit, il dit « Voilà pourquoi le palimpseste s'oppose au récit et pourquoi les récits sont des impostures.
qui témoigne moins du réel passé que de l'intimité du narrateur. Punaise, il le dit vachement mieux que moi. Hein. Puis là, je me rends compte qu'en fait, il est en train de... Quand il dit le récit sont des impostures, lui-même cite quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul Valéry. Et tu vois là, dans les lignes qui suivent, il raconte la même chose que je vous ai dit au début de la vidéo. Là, je vous entends penser. Mais je connais mon histoire, moi seul connais les événements qui me sont réellement arrivés, qui ont façonné ma personnalité et donné sens à ma vie. On ne peut pas avoir été déporté comme Anna Novak, martyrisé comme Jean Genet, ou aimé comme Jean-Paul Sartre, sans que cela ait laissé de traces dans leur mémoire, ni façonné leur personnalité. Nous pensons tous ainsi sincèrement et nous avons tous raison. Le passé a façonné notre sensibilité qui a filtré les informations dignes d'être retenues comme des événements. Et c'est le présent qui organise ces événements dans un récit adressé à quelqu'un. Car ce qui compte, et là, mesdames et messieurs, réveillez-vous, écoutez bien ça, c'est de créer du sens pour ordonner notre perception du monde afin de pouvoir agir sur lui. Alors moi, il y a aussi un autre truc par rapport à ça, et il est vrai. Quand tu vis n'importe quelle expérience, ce que tu vas en retenir, les déductions que tu vas en faire, elles peuvent être mais tellement différentes d'une personne à l'autre. Je me régale d'observer à quel point dans différentes familles, dans différentes cultures, ça peut aller j'allais dire du simple au double, mais c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez compris, ça peut être tellement différent. Et ça se répercute dans les situations les plus banales du quotidien. Comment on se tient quand on mange? Est-ce que c'est normal de manger 3 repas par jour? Est-ce qu'on doit serrer la main ou faire la bise? Est-ce qu'il faut toujours dire bonne nuit ou est-ce que c'est pas grave? Est-ce que donner de l'argent pour un cadeau c'est bien et c'est normal, ou est-ce que faire une surprise c'est mieux? De ça peut découler tellement de quiproquos, tellement d'incompréhension, dont le seul responsable est la perception des choses. Parce que chacun d'entre nous subit le fonctionnement qu'on s'est construit depuis notre enfance. Et qu'on est sincèrement honnête. C'était une lapalissade. Mais on n'a aucunement l'intention de nuire, on n'a aucunement l'intention de faire mal les choses. Et là, je vais prendre mon exemple, parce qu'on est quand même sur ma chaîne YouTube. J'ai une mémoire qui est assez mauvaise, et en particulier la mémoire auditive, c'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, si je ne le vois pas écrit, si je ne me le mentalise pas, me le contextualise pas dans ma tête, par exemple, on va me dire un lieu que je ne connais pas, que je ne sais pas situer sur la carte, que je n'ai jamais entendu, je ne vais pas le retenir. C'est tout bonnement impossible pour moi. Pareil, si on me dit le nom d'une personne que je ne connais pas, je ne sais pas où il habite, que je n'ai aucun lien dans ma tête, je ne vais pas le retenir. Et pour autant, c'est pas que c'est un manque d'attention, mais c'est que c'est un manque d'information. Et donc, il est fort probable qu'à un moment donné, j'oublie pas mal de choses. Mais c'est même pas oublié, c'est que j'ai pas percuté, c'est que j'ai pas pris l'information. Et donc peut-être que des personnes en face vont dire « Oh, mais je te l'ai dit 5 fois. » Oui, mais en fait, via mon mode de perception d'apprentissage, ça ne fonctionnait pas. Alors que peut-être pour lui, il a un autre type de mémoire, il est bon en géographie, etc. Et voilà. Alors, ça, c'est encore un autre problème, parce que c'est les mécanismes de mémorisation, autres que la perception, puisqu'on mémorise selon différents canaux, on va dire. Je sais pas comment dire ça. J'avais le mot juste, parce que je l'ai vu dans mes études, mais là je l'ai plus, ça me revient plus. On est obligé d'apprendre ça quand on veut être enseignant, parce que pour les élèves, il faut savoir comment ils apprennent, comment ils mémorisent. Et il y en a, ça va être via les sources auditives, d'autres ça va être avec la vue, d'autres ça va être avec le toucher, donc ils vont devoir être dans l'action, ils vont devoir écrire. Et certains, ils vont devoir mixer ce genre de choses, enfin bref, c'est très personnel. Mais cette contrainte-là va se mêler à l'attention. Alors qu'il y en a énormément, bien entendu, comme je vous l'ai dit avant, qui ont des troubles de l'attention, donc les TDAH, là. Ils vont pouvoir être intéressés par ce que son interlocuteur va dire, mais ça va durer 3 secondes. Et après, bam, ça décroche. Et puis, il y a une lumière d'allumée là-bas. Et ma liste de courses. Et c'est ça. Et donc ça part dans tous les sens. Mais encore une fois, ça n'est pas quelque chose de volontaire. Et donc on ne peut pas vouloir à cette personne. Mais il y a également des personnes qui n'ont pas ce trouble de l'attention et qui ne sont sincèrement pas intéressées par ce que tu dis. Et qui, ne va pas retenir ce que tu lui dis. Et là, tu vas pouvoir lui en vouloir. Enfin, lui en vouloir entre guillemets. Mais dans le sens où c'est vraiment conscient de sa part et c'était son intention. Donc là encore, on est dans la complexité. Il n'y a aucune réponse. Mais je trouvais ça quand même intéressant qu'on aborde ce sujet parce que ça peut être
très poétique. C'est comme ça aussi que les écrivains et les grands auteurs arrivent à nous produire des romans qui font preuve énormément d'imagination, du coup qui nous font voyager. Ça a une grande fonction de divertissement et par ricochet de stimulation de notre propre imagination. Donc c'est positif. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le passé importe peu puisqu'il n'y a que le réel qui existe et la seconde qui est en train de s'écouler. Plus le temps passe et moins votre mémoire est fiable. On le voit énormément aussi avec les personnes qui sont en maison de retraite. Il en parle dans le bouquin. Et c'est un message d'espoir aussi parce que finalement si on peut se créer sa propre histoire, parce que la force des mots, la force du récit, de ce qu'on se raconte au quotidien, et qui ferait l'effet finalement d'un lavage de cerveau, fonctionnerait comme une création, une remasterisation, je sais pas trop, d'une vie rêvée. On va finir par une dernière citation de Boris Cyrulnik, super intéressante encore une fois. À force de le raconter, on finit par donner corps au mythe qui crée en nous un sentiment de vérité aussi authentique que la perception d'un objet. Ça, ce que je vous disais, c'est quand on se répète les choses, on se répète, on finit par y croire. Et on pense que c'est vrai, mais comme l'existence même physique de cet objet qu'est le livre dans mes mains. Une vérité aussi irréfutable que cet objet. Nos cultures hallucinées confondent le réel avec l'idée qu'elles se font du réel. Petit lait. Nous habitons un monde que nos paroles inventent, sans soupçonner le pouvoir de nos mots. Un jour, le premier homme a dit à la première femme « Tu es belle et je t'aime ». 3 millions d'années plus tard, cette phrase a donné quelques milliards de descendants. Les hommes parlent trop peut-être? Faites le lien avec la force de persuasion, les enfants. Prenez-le dans le sens positif des choses, à savoir devenez ce que vous êtes ou devenez ce que vous avez envie d'être. Faites naître, faites apparaître ce que vous avez envie grâce à vos mots, grâce à votre comportement, grâce à votre attitude, grâce à votre intention. C'est le processus de création finalement. Et relativisez un tant soit peu ce que votre mémoire veut vous faire croire. C'est poétique, c'est beau, c'est philosophique, c'est psychologique, c'était Boris Cyrulnik, en partenariat avec Marina sur sa caméra et Josiane Kibalasco.